Intervention passionnante parce que les intervenants sont passionnés, le public aussi. Et nous allons continuer comme cela pour une troisième table ronde qui nous permettra d'explorer d'autres terrains où se pratique sous diverses formes un enseignement du civisme et de la laïcité. Donc j'appelle Bernard Legras, qui est ici. Bernard Legras, qui est professeur des universités en histoire, civilisation, archéologie et art des mondes anciens et médiévaux à Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Mais c'est en tant que directeur du diplôme d'université connaissance de la laïcité qu'il interviendra. Plusieurs universités françaises ont mis en place ce type d'enseignement sous des dénominations et avec des contenus divers. Bernard Legras pourra nous éclairer sur cette mission fixée par le Code de l'éducation d'assurer un enseignement supérieur laïque, indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse et idéologique. Nous aurons également à cette tribune Émile Zuccarelli, ancien ministre, président d'honneur du Parti radical de gauche. Il y a quelques semaines à peine, il a remis à la ministre Annick Girardin un important rapport sur laïcité et fonction publique. Ce rapport présente 20 propositions, dont une nous intéresse tout particulièrement aujourd'hui, la formation obligatoire des fonctionnaires à la laïcité. Le docteur Jean Thévenot, enfin, est président du Conseil de l'Ordre des médecins de Haute-Garonne. Il anime un groupe régional de réflexion sur la relation entre l'exercice médical et les patients religieux, dans l'optique de créer un outil pratique pour tous les professionnels du soin. La table ronde sera animée par mon ami Bernard Ferrand, vice-président d'Égal. Bien. Bien écoutez, pratiquement, mon ami vient de présenter tout ce que j'avais l'intention de dire, mais je voudrais quand même insister sur un ou deux points avant de laisser la place aux intervenants. D'abord, que la laïcité, on est en plein dans l'actualité de la laïcité, je vais prendre simplement la lecture, qui est un peu aride, généralement des questions écrites de la 14e législation, celle que nous sommes en train de vivre en ce moment au niveau du Sénat. Un sénateur, un de tes confrères, le sénateur Simon Sutour, a demandé le 21 janvier à l'instant au ministre des Enseignements supérieurs, Thierry Mandon, a posé la question suivante. Face au constat dans les universités d'un regain de phénomènes identitaires religieux, il souhaiterait savoir si une charte de la laïcité pourrait être proposée aux universités afin de promouvoir une réflexion plus poussée sur la signification de ce principe fondamental de notre République. C'est vous dire que nous sommes toujours dans le bain de la laïcité, y compris dans cette noble institution. Alors je vais passer la parole respectivement à Bernard Legras, d'abord, dont on vous a donné quelques éléments de présentation. Je ne dirai simplement ici qu'il a créé, cette année, l'année dernière, un DU de l'université de Panthéon-Sorbonne qui s'intitule « Connaissance de la laïcité ». Ce diplôme se fonde sur 3 enseignements obligatoires, la formation au droit de la laïcité dans le cadre français et européen et la dimension juridique internationale du sujet. Une initiation à l'histoire de la laïcité depuis l'âge moderne jusqu'à nos jours et enfin une présentation des textes fondamentaux de langue française sur la laïcité. Cette formation a un triple objectif, la pratique et le respect du principe constitutionnel de laïcité, la connaissance de l'histoire, de la sociologie des religions et la création d'un espace de dialogue pour les participants venus d'horizons divers. Il existe d'ailleurs 14 formations de ce type qui ont été créées en France ces derniers temps, ce qui correspond bel et bien à un besoin. Pouvez-vous nous rappeler, cher ami, dans quelles circonstances ce DU a été créé, pour quel public et quelle finalité? Monsieur le Président, merci de cette introduction. Je voudrais d'abord remercier la sénatrice Françoise Laborde et Madame Martine Serre de m'avoir invité en tant qu'universitaire. Je suis professeur d'histoire ancienne, et j'interviens devant vous en tant que référent laïcité de mon université, Paris 1 Panthéon-Sorbonne, voisine du Sénat. Sachez que je suis également le référent antisémitisme et lutte contre le racisme dans cette université. On a estimé en effet que les deux questions étaient intimement liées, bien entendu. Donc,
je suis le créateur et le directeur depuis 2 ans de ce diplôme universitaire intitulé « Connaissance de la laïcité ». Dans quelles circonstances ce nouveau DU a-t-il été créé? Je rappelle, pour ceux d'entre vous qui ne le sauraient pas, que dans les universités, il y a 2 types d'enseignements. Les enseignements qui bénéficient d'une validation par des maquettes reconnues par l'Éducation nationale dans le cadre de formations nationales, et d'autre part des diplômes d'université qui sont des formations autonomes créées par les universités qui déterminent leur propre système d'évaluation. Les formations nationales ont des droits imposés par le Code de l'éducation, 189 € pour les étudiants de licence, un peu plus pour les étudiants de master et doctorat. En revanche, pour les DU, les universités ont des tarifs libres, ce qui fait que le plus souvent, les DU sont rattachés au secteur de la formation professionnelle, de la formation permanente, ce qui fait que ces tarifs sont souvent très élevés parce qu'on estime que les entreprises, privées ou publiques, sont capables de rémunérer les étudiants qui suivent ces formations. Donc là, on est dans un secteur qui est très intéressant, le secteur des diplômes d'université. Alors, nous sommes le 6 février, date de défense de la République, les historiens le savent, et cela tombe bien car le 3 février dernier, il y a exactement une semaine, se réunissait au ministère de l'Intérieur, dans le cadre du Bureau des cultes, une réunion nationale des DU de formation civile et civique. Donc je suis très heureux d'intervenir aujourd'hui parce que je peux vous donner un certain nombre d'informations toutes fraîches sur le cadre national. En effet, le diplôme Connaissance de la laïcité de Paris 1 s'insère donc dans un dispositif plus complet, national, et même outre-mer, de DU qui porte le nom officiel de formation civile et civique. Il y en a actuellement 17 qui fonctionnent sur le territoire national, ainsi qu'à Mayotte et à La Réunion. Donc on a 2 formations outre-mer. Le but étant d'arriver vers 20 formations qui couvriraient vraiment la totalité du territoire. Les territoires, les espaces nationaux et surtout les espaces d'outre-mer qui ne seraient pas couverts, en particulier les départements d'Amérique, vont être atteints par un diplôme par correspondance qui va être créé dans quelques mois. Alors, ces diplômes universitaires de formation civile et civique, puisque tel est leur nom générique aujourd'hui, ont en fait une origine un peu ancienne, puisqu'il faut remonter aux années 2008-2009 pour voir à Strasbourg, mais également à Montpellier, l'idée chez des collègues, essentiellement des spécialistes de l'histoire des religions et de l'histoire de la laïcité, de créer pour les étudiants, mais évidemment à d'autres, pour des adultes qui voudraient faire de la formation permanente, de créer des diplômes universitaires de formation laïque. Alors ces diplômes, donc créés avant 2015, on a l'impression que c'était dans un autre monde, avaient un but uniquement didactique, traditionnel, de transmission des connaissances et de réflexion pour la recherche. Ces diplômes ont été créés à Montpellier et surtout à Strasbourg, avec le professeur Francis Metzner, qui est un grand spécialiste international de la question des laïcités, et le fait qu'il appartienne à l'université de Strasbourg dans des départements concordataires, les 2 départements d'Alsace et le département de Moselle, peut expliquer bien entendu un intérêt particulier pour la question de l'histoire des religions. Quoi qu'il en soit, les créateurs de DU, en 2015, avaient donc 2 modèles à leur disposition de ce qui était possible en matière de discipline, en matière de réflexion sur ces questions. Et puis arrive le coup de tonnerre des attentats de 2015. Cette date est évidemment fondamentale. Et là, il faut citer le nom du Premier ministre, Manuel Valls, dans un discours fondateur à Strasbourg, qui a demandé aux universitaires, aux universités publiques, de créer partout des diplômes universitaires
visant à la formation à la laïcité des cadres religieux musulmans. Immédiatement, l'appareil d'État a soutenu cette initiative massivement. Le ministère de l'Intérieur, François Cazeneuve, Bernard Cazeneuve, pardon. Il a le même prénom que moi. Moi, c'est sympathique. Bon. Donc, Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Najat Vallaud-Belkacem, et immédiatement les recteurs ont relayé cette initiative. Pour ce qui est de Paris, le recteur François Veil a réuni donc les présidents d'université immédiatement. La réactivité de l'État a été considérable. Et a demandé au président d'université d'étudier la possibilité de créer le plus rapidement possible CDU. Le but, c'était, on était en mars, c'était la rentrée septembre 2015. Des universités ont répondu massivement présent tout de suite. D'autres sont restées en retrait. Je ne les nommerai pas, sauf si vous me torturez. Il paraît que c'est permis maintenant, outre-mer. Donc des universités qui ont considéré, et c'est intéressant pour la conception des missions de l'université, que ce n'était pas la mission des universités de former des cadres religieux et que les disciplines académiques ne pouvaient pas intégrer la laïcité en tant que telle. Donc il y a eu des résistances, des refus de certains présidents d'université ou du corps professoral de certains présidents d'université. L'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, université fière de sa tradition laïque et républicaine de combat, a immédiatement répondu présent. Le président de l'université de l'époque m'a confié l'honneur de créer ce DU. Cet honneur m'a été proposé sans doute pour 3 raisons. Bon, la première raison, c'est que je suis un historien, sensible à ces questions. La deuxième question, c'est que dans les années 2012-2016, j'étais vice-président de l'université chargé de la formation et de la vie universitaire. Donc ça me donnait une vue importante sur ces questions. Et puis troisième élément, le président de l'université connaissait mon militantisme laïque dans l'université et à l'extérieur. Bien, j'ai donc pris le problème à bras-le-corps, cela m'a passionné, et comme nous tous ici, eh bien, j'y ai passé beaucoup de temps, ce que je continue à faire avec un plaisir considérable. Bien, donc nous nous sommes mis au travail. Il a d'abord fallu trouver un corps enseignant. Cela a été extrêmement facile, parce que les collègues, sollicités par mail et dans des réunions, se sont immédiatement mobilisés. Donc là, on peut parler d'un enthousiasme qui a été très fort. Deuxième élément, il fallait définir un type d'enseignement. Alors ce type d'enseignement, cela a été rappelé en introduction, je ne vais pas trop revenir dessus. Il y avait donc 3 pôles pour l'enseignement, dans un total de 125 heures. Un bloc juridique très puissant, enseigner le droit de la laïcité, qui est un droit complexe, qui est un droit difficile, qui touche aux institutions, qui touche au commerce, au droit des associations. Deuxièmement, un pôle historique j'ai envie de dire, de sciences politiques, expliquer comment est née la notion de laïcité à travers les siècles, et il faut évidemment partir des Lumières et des guerres de religion, en n'oubliant pas que la France est passée de la tolérance envers les minorités, la tolérance des catholiques envers les autres minorités, protestants et juifs, à l'égalité, l'émancipation, qu'est l'affirmation des principes laïques de la Révolution française. Donc un bloc historique important, car effectivement, sans connaissance du passé, on ne peut comprendre le présent. Et puis un troisième bloc, qui est de connaissance des grands textes de la laïcité. Il y a des textes fondamentaux, Voltaire, Rousseau, Montesquieu, jusqu'à une époque évidemment plus récente, d'autres auteurs importants. Donc 125 heures d'enseignement, ce qui est relativement important pour un DU. Nous avons fait le choix de placer cet enseignement un jour de la semaine, de telle manière que les membres du cours, c'est-à-dire les étudiants, puissent se connaître, puissent se fréquenter et déjeuner ensemble à midi. Donc puissent avoir le partage du repas. Malheureusement, nous avons dû le placer le samedi, pour des raisons
matériel, d'urgence. Nous voulions absolument que ce cours ait lieu en Sorbonne. L'Université Paris 1 dispose de 27 sites dans Paris. Nous avons 1 mètre carré par étudiant. Nous pleurons, nous n'avons pas assez de locaux. Bon. Donc la Sorbonne, pour des raisons symboliques. Il fallait que ce DU soit en résidence dans la vieille Sorbonne. Dès l'année suivante, donc dès cette année, nous avons changé du samedi au lundi, parce que c'était possible matériellement, de manière à pouvoir accueillir véritablement tous les cultes. Nous avons eu immédiatement des protestations. Parlons franchement, je remercie les organisateurs de veiller à la franchise de la parole. Nous avons d'emblée dit au grand rabbin de France que nous étions très, très, très gênés de faire le cours le samedi pour des raisons matérielles, mais que dès l'année suivante, nous le déplacerions, ce qui a été fait à la grande satisfaction du grand rabbin Chaim Korsia. N'exclure personne. Donc, nous avions des enseignants, nous avons dû les choisir, parce qu'il y en avait trop pour les 125 heures. Nous avions un programme, et nous avions des étudiants. Alors, ces étudiants, c'est une question évidemment centrale. La doctrine de l'État a évolué. Dans un premier temps, on a compris, ou on a cru comprendre, que cet enseignement allait être destiné quasiment exclusivement aux imams, donc au cadre religieux musulman, suite aux attentats de Charlie Hebdo, de l'hypercacher. Et puis très vite, l'État nous a demandé d'élargir à tous les ministres du culte. Donc d'intégrer également les pasteurs, les prêtres, les rabbins, les maîtres bouddhistes, sans aucune limitation. Donc il s'agissait de faire de ces cours, de ces groupes, de 25-30 personnes, un lieu de dialogue interreligieux. Et puis est arrivée la troisième étape, et nous en sommes là. Il s'agit de la notion de brassage, de mixité, c'est-à-dire d'avoir des ministres de tous les cultes, mais également, et en nombre égal, des personnes qui ne soient pas des ministres du culte, qui soient, pour dire les choses rapidement, des agents publics et privés, des cadres venus des secteurs où les questions de laïcité se posent également. Donc d'avoir des étudiants venant du monde de l'hôpital, venant du monde de la police, venant du monde de la justice, venant des administrations territoriales, venant de l'éducation nationale, etc., etc. Et donc d'avoir une véritable mixité, une mixité interreligieuse et des personnes, hommes et femmes, parce qu'évidemment l'un des intérêts de cette deuxième catégorie de population était d'avoir des femmes qui allaient passer une journée ensemble, apprendre à se connaître, discuter. Le succès a été total. À Paris 1 Panthéon-Sorbonne, nous avons constitué l'an dernier un groupe de 28 personnes, moitié imams, venus d'Algérie, on va revenir tout à l'heure sur la spécificité de Paris 1, donc des imams venus d'Algérie, et moitié d'agents venus d'Île-de-France, mais également de province. On a séduit, il y a des collègues qui sont venus de Montpellier, enfin, on prenait le train pour venir tous les lundis. Et ce groupe a fonctionné. On avait dedans un ancien prêtre catholique, pas de prêtre catholique, mais un ancien prêtre catholique, une ancienne responsable d'école juive, 10 imams algériens, et puis donc une très grande variété d'agents publics et privés. Cette promotion s'est sentie soudée. Elle s'est donné un nom elle-même. Elle s'est appelée Homo sapiens. On parlait tout à l'heure de notre ascendance ce matin. Là, Homo sapiens. Et ils ont mangé ensemble, ils ont discuté. Le dernier cours s'est fait à la Grande Mosquée de Paris. Ils ont mangé ensemble. Voilà, c'était des petits gâteaux et du thé. Mais une ambiance absolument formidable. Donc, le brassage, les échanges, qui sont l'un des buts fondamentaux de CDU, a fonctionné. Alors, quels sont les problèmes? Alors, les problèmes ne sont pas inexistants. Le premier problème, c'est le problème du coût.
ces DU, évidemment, coûtent. Il faut entretenir les locaux, payer les professeurs, même s'ils sont enthousiastes, bon, on n'arrive tout de même pas à être dans le domaine du bénévolat. 5 minutes. Donc en 5 minutes, formidable. Donc le coût. Donc le coût est important. Le bureau des cultes a voté et accepte une subvention par DU de 15 000 euros. Alors cette subvention de 15 000 euros ne couvre pas tous les frais, ce qui fait qu'il faut donc demander une participation aux étudiants. À Paris 1 Panthéon-Sorbonne, comme dans les autres DU, en général il y a une double tarification, une tarification pour les cadres du culte, 189 euros, c'est-à-dire le tarif de la formation initiale, c'est le droit d'étudiant normal. Et puis il y a une tarification pour les autres, pour les agents publics et privés, qui peut aller de 300 à 1000 euros. Alors c'est pour cela que je vous en parle, ça pose un problème, parce qu'évidemment il peut y avoir une barrière financière pour des personnes privées qui voudraient s'inscrire et qui ne peuvent pas être prises en charge par leur administration, qu'elle soit publique ou privée, dans le cadre de la formation permanente. Alors ça, c'est le premier problème, le problème du coût. Mais l'État, le Bureau des cultes, le ministère de l'Intérieur, a donc fait un effort considérable. Alors, le deuxième problème, c'est celui de la mixité. Alors cette mixité demeure très incomplète, car en termes de ministres du culte, les imams sont largement majoritaires. 34% des effectifs totaux, ce sont les cadres religieux musulmans. C'est-à-dire que les cadres religieux, c'est pratiquement uniquement des imams. Les cadres religieux chrétiens, catholiques, protestants et orthodoxes, c'est 5%. Et les cadres religieux issus du monde juif, les rabbins, c'est pratiquement zéro. Donc en fait, seuls les imams viennent. Alors que la publicité, l'information a été très largement délivrée à l'Église catholique, à l'organisation des églises protestantes, au consistoire, aux grands rabbins, aux cadres bouddhistes. Bon. Donc seuls les cadres musulmans viennent. Ça, c'est le deuxième problème. Le troisième problème, c'est l'avenir de ces DU. Alors l'avenir de ces DU est très largement lié à un décret qui est actuellement en préparation, un décret dont on parle depuis 2 ans, mais qui met du temps à être écrit et à être promulgué, un décret rendant obligatoire pour les aumôniers rémunérés par l'État, par les aumôniers salariés par l'État, dans les prisons, dans les hôpitaux et dans les armées, d'avoir ce type de diplôme universitaire. Aux dernières nouvelles, ce DU est actuellement au ministère de la Santé. Bon, il circule d'un ministère à un autre. Alors, disons les choses. Si les imams musulmans viennent dans nos DU, c'est pour obtenir ce diplôme qui leur permettra d'être aumôniers et donc d'avoir une rémunération. L'un des problèmes des imams en France, c'est que, vous savez, il n'y a pas d'église musulmane, il n'y a pas de salaire, donc les imams doivent se débrouiller pour trouver des revenus auprès de leur communauté. Et donc, le fait de devenir salarié de l'État pour cela est quelque chose d'important. En revanche, les églises, que ce soit les protestants ou les catholiques et les juifs, estiment qu'ils n'ont pas de nécessité de passer CDU parce qu'ils ont été à l'école de la République. Et donc ces principes de la laïcité, ils les connaissent, d'autant plus que, comme vous le savez sans doute, les études dans les séminaires pour devenir prêtre catholique, les études dans les yeshivas pour devenir rabbin, les études pour devenir, pasteur, sont extrêmement longues. Et donc, pendant ces périodes post-bac très longues, ils sont formés à ces questions concernant la laïcité. Alors que les imams, qui ont, en général, j'ai envie de dire quasiment toujours, un niveau d'études très inférieur, ont besoin, eux, de découvrir ces questions de la laïcité. Quels sont les imams qui viennent ? Ce ne sont pas les imams nés en France et reconnus par leur communauté. Ceux qui viennent, ce sont ceux qui sont rattachés à des pays étrangers, c'est-à-dire pour l'essentiel ce qu'on appelle les imams détachés.
3 pays, l'Algérie, le Maroc et la Turquie. La France a donc le ministère de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, a donc signé des accords avec ces 3 pays pour que les imams venant en France, pour des périodes de 4 ans, après ils peuvent repartir ou rester, suivent ces enseignements. Dernier problème pour les imams, parce que je vois que l'heure tourne, c'est le problème de la langue française. Et là, on retrouve une question qui se posait dans les collèges et dans les lycées tout à l'heure. L'an dernier, la quasi-totalité des imams que nous avons accueillis n'étaient pas francophones. Une grande partie ont donc été incapables de suivre notre DU, dont le niveau d'acceptation est l'équivalent baccalauréat. Et donc une grande partie de ces étudiants imams ont disparu dans la nature. Les pauvres, ils ne comprenaient pas les cours. Le bureau des cultes, le ministère de l'Intérieur, a donc demandé que ces gouvernements envoient cette année des imams francophones. L'objectif est partiellement atteint. À Paris, à Panthéon-Sorbonne, nous avons reçu cette année 20 imams en formation. 7 possèdent le français, donc ont pu être intégrés dans notre nouvelle classe. En revanche, 14 ne sont pas francophones du tout, et nous avons dû ouvrir pour eux spécialement, à nos frais, des cours de français langue étrangère pour qu'ils apprennent le français. Vraiment, enfin, c'est un témoignage qui va certainement entraîner des réactions. On les entend déjà. De toute façon, Bernard Legras vient de nous faire un exposé qui me semble porter de très très nombreuses questions, et notamment il nous a parlé de ce décret qui allait de ministère en ministère, du ministère de l'Éducation nationale au ministère de la Santé, et c'est ce pourquoi ça donne tout à fait un lien avec l'orateur suivant, Jean Thévenot,